Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de quelques-unes qui vont sortir dans les jours qui viennent. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler du format de disquette de l'Atari ST, un sujet que vous n'avez très probablement aucun intérêt pratique à connaître en 2018. Pourtant, si vous suivez cette série de vidéos jusqu'au bout, je suis sûr que vous allez apprendre vraiment des choses et que ça va vous passionner. La vidéo d'aujourd'hui ainsi que la deuxième de la série, cependant, seront moins intéressantes que les suivantes, mais elles seront nécessaires pour comprendre les suivantes, vous vous en doutez. Et surtout, dans les deux premières vidéos de la série, je ne vais parler que de choses que les personnes qui ont possédé un Atari ST à l'époque savent déjà, à 100% je pense. Je vais, dès le début, vous demander de faire un effort d'imagination. Le dessin que vous voyez là est le schéma d'un disque dur mécanique. Oui, un disque dur mécanique, un vieux disque dur. Ça existe toujours le disque dur mécanique? Oui, je sais, évidemment. Bon, donc vous avez deux disques sur lesquels les données sont enregistrées. On dit disque dur au singulier quand on n'en a qu'un, mais généralement, à l'intérieur du disque dur, d'un disque dur, il y a plusieurs disques sur lesquels les données sont enregistrées. Dans mon exemple, il y en a deux, parce que j'avais pas de place pour en faire plus. Chaque disque ayant deux faces, et étant donné qu'on veut pouvoir lire et écrire des données sur chacune des deux faces de chaque disque, on a besoin de 4 têtes de lecture qui sont les espèces de barres en bleu. Voilà, ce sont 4 têtes de lecture, une pour la première face du premier disque, une pour la deuxième face du premier disque, etc., etc. Donc, quand vous avez un disque dur, vous avez un certain nombre de têtes de lecture différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs faces à lire. Donc, on a l'habitude de numéroter les têtes. Là, par exemple, vous avez la tête 0, la tête 1, la tête 2 et la tête 3. Oui, je sais que l'Atari ST n'était pas une machine sur laquelle il y avait un disque dur en standard. Quand vous achetiez un Atari ST, vous aviez un lecteur de disquette et puis c'est tout. Il se trouve qu'aux États-Unis, les possesseurs d'Atari ST qui achetaient un disque dur externe étaient nombreux. En France, c'était pas tellement dans notre culture. L'Atari ST, en France, ça restait uniquement une machine pour jouer, donc les gens, dans l'immense majorité des cas, se contentaient du lecteur de disquette. Bon. Alors, sur une face d'un des disques, par exemple, je vais considérer la face du dessus de ce disque-là. Eh bien, les données sont organisées en zones concentriques. Si. Hop, zone concentrique, tac, tac, tac. Oh, je dessine trop bien, hein. Oh là là, oh dis donc. Je fais des ellipses parfaites, là, c'est magnifique. Hein? Je suis plus fort que Picasso et que Michel-Ange réunis. Hein? Bon, alors, chacun de ces ronds s'appelle un cylindre. Pourquoi cylindre? Parce que, comme pour les têtes, on va les numéroter. Donc par exemple, on va considérer que le premier c'est celui-ci, voici le cylindre 0, le cylindre 1, etc. Bon, eh bien, vous avez par exemple le cylindre 0 de la tête 2, c'est celui-ci. Mais il existe aussi un cylindre 0 sur la tête 0. Par exemple, c'est celui-là. Et je peux très bien parler du cylindre 0 tout court, sans préciser de quelle tête je parle. Dans ce cas, le cylindre 0, c'est plusieurs ellipses, ou plutôt plusieurs cercles. Celui-ci, celui-ci, mais aussi leurs équivalents sur les faces 1 et 3. Bon, et dans ce cas, j'ai 4 cercles qui ont le même diamètre et à travers lesquels on pourrait faire passer un cylindre. Hein? Un cylindre qu'on pourrait visualiser comme ça. Donc, ces cercles concentriques sur lesquels se trouvent les données, on a pris l'habitude d'appeler ça des cylindres, même si, en réalité, on ne dit jamais que telle donnée est enregistrée sur le cylindre 0, ça n'a aucun sens. Par contre, on peut dire que telle donnée est enregistrée tête 1, cylindre 0, ou tête 2, cylindre 43. Maintenant, sur chaque cylindre, vous pouvez enregistrer beaucoup de données.
Combien de données? J'en sais rien, ça dépend de la capacité du disque dur, hein, mais beaucoup. Donc les cylindres sont eux-mêmes divisés en parties qu'on appelle des secteurs. Donc si je prends par exemple le cylindre 0 de la tête 0, eh bien il est découpé en un certain nombre de secteurs. Donc sur un disque dur, le nombre de secteurs de chaque cylindre, c'est gigantesque. Hein? Non, je ne vais même pas vous donner un ordre de grandeur parce qu'en fait on s'en moque complètement. Je vous demande juste de retenir le principe. Votre disque dur, il est divisé en plusieurs têtes, et sur chaque tête, il y a des cylindres concentriques, et chaque cylindre est lui-même divisé en secteurs. J'espère que c'est clair. Maintenant, imaginons que vous ayez besoin de modifier un octet, juste un octet, un seul petit octet de rien du tout, et que cet octet se trouve quelque part sur ce secteur-ci. Voilà, alors on va dire que sur ce cylindre, le secteur 0 est ici. Évidemment, je numérote arbitrairement. Hein. Secteur 1 et secteur 2. Voilà. Vous voulez modifier ou lire, peu importe, un octet qui se trouve sur le secteur 2 du cylindre 0 de la tête 0. Eh bien, vous, quand vous écrivez votre programme, tout ceci, normalement, à moins que vous écriviez peut-être un driver de disque dur, enfin de contrôleur de disque dur plutôt, mais normalement, tout ceci est transparent pour vous. Vous écrivez un programme dans votre langage de programmation préféré, et à un moment, vous allez lire un octet précis dans un fichier précis, ou écrire un octet précis dans un fichier précis, et il se trouve que l'octet se trouve dans ce secteur. Bon. Eh bien, si vous voulez, au moment où vous lisez cet octet, ça va lire tout le secteur. Et vous renvoyez uniquement l'octet que vous voulez lire. Et si vous écrivez cet octet, si vous le modifiez, ça va écrire tout le secteur. Alors bien sûr, dans les couches basses, dans les couches logicielles basses qui tournent sous votre programme, il y a différentes petites choses qui rendent ça transparent pour vous, et il y a notamment un système de cache, qui fait que si vous faites 2 accès disques pour lire 2 octets consécutifs qui sont dans le même secteur, en pratique, le secteur va être lu une seule fois. Il va être entièrement stocké dans un buffer, et quand vous ferez vos 2 appels de fonction pour récupérer un octet, les 2 bons octets vous seront envoyés l'un après l'autre dans l'ordre où vous les demandez, et là aussi, ceci sera transparent pour vous. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que sur un disque dur, si on regarde ce qui se passe vraiment au niveau du disque, on lit ou on écrit un secteur entier d'un coup. Mais, sur une disquette, vous avez un disque. Ouais, là il y a un disque dur avec 2 disques. Sur une disquette, vous aviez un seul disque. Alors voici le disque situé à l'intérieur d'une disquette. Vous avez la disquette, vous savez que c'était un truc carré, voilà, avec là une protection contre écriture qui pouvait être activée ou pas, peu importe. Hein. Oui, non, on ne voit pas. Et donc vous avez un disque. Et ce disque, il a 2 faces, évidemment. Alors mettons que la face qu'on voit, c'est la face 0 ici. Ça pourrait être la face 1, peu importe. Remarque, si on voit ça, c'est plutôt la face 1. Bon, allez, ok, d'accord. Sur une disquette, on parle de face plutôt que de tête. Mais il faut bien savoir que à l'intérieur d'un lecteur de disquette, eh bien, vous avez 2 têtes de lecture, une pour la face 0 et une pour la face 1. Sauf que, bon, cette flèche-là, elle ne sert plus à rien, sauf qu'il existait des lecteurs de disquette simple face qui n'avaient qu'une tête de lecture et qui écrivaient uniquement ou qui lisait uniquement sur la face 0. Bon. Ensuite, votre face, par exemple la face 1, si on choisit la face 1, elle a elle-même des cylindres concentriques sur lesquels se trouvent les données. Sur une disquette, on appelle ça plutôt piste que cylindre. Le terme cylindre serait impropre parce que là, on ne peut pas faire passer un cylindre à travers plusieurs disques. Hein. Cela dit, si vous lisez des articles qui parlent de disquette et que vous voyez le mot cylindre, sachez que ça veut dire piste. Bon. Et comme sur les disques durs, chaque piste est divisée en un certain nombre de secteurs. Alors, est-ce que vous pensez que on peut stocker plus de données sur la piste 0, qui est la plus extérieure, que sur la piste la plus intérieure? Réponse non. On pouvait, sur une disquette qui était formatée à un format un petit peu régulier,
on pouvait mettre exactement la même quantité de données sur chaque piste. Pourtant, on est bien d'accord qu'il y a plus de place, physiquement parlant, sur la piste 0, la plus extérieure, que sur une piste intérieure. Sauf que, il ne suffit pas de prendre en compte l'espace qu'on a en mètres carrés. Hein. Il faut aussi prendre en compte la vitesse de rotation angulaire de la disquette, du disque qui est à l'intérieur de la disquette dans le lecteur. Cette vitesse, elle est constante. Il n'y a pas que l'espace disponible qui compte, il y a aussi la vitesse à laquelle la tête de lecture va lire ou écrire les bits sur la disquette. La vitesse angulaire étant la même tout le temps, on va pouvoir stocker exactement le même nombre de bits sur la piste 0, sur la piste 1, sur la piste 2, etc. Ça veut dire que sur la piste 0, les bits vont être beaucoup plus espacés les uns des autres que sur la piste la plus intérieure, évidemment. Mais j'insiste là-dessus, il faut bien comprendre que la quantité de données qu'on peut mettre sur chaque piste est vraiment la même. Sur l'Atari ST, les disquettes avaient soit une seule face de formaté, soit deux. Il y avait généralement 80 pistes par face, mais on pouvait en ajouter une ou deux. Alors à partir de 83, valait mieux éviter, ça marchait pas sur tous les lecteurs et ça pouvait éventuellement abîmer les disquettes, voire les lecteurs eux-mêmes. Bon, du moins, c'est ce qui se disait. Moi, j'ai jamais réussi à bousiller un lecteur de disquette en lui faisant écrire des pistes au-delà de la 82e. Si, parce que je me suis pas mal amusé à l'époque. Bon, il y avait 9, 10 ou 11 secteurs par piste. Le nombre normal, c'était 9. Et quand je dis le nombre normal, ça veut dire que si vous lanciez l'ordinateur avec et que vous arriviez sur le bureau, le GEM, le Graphic Environment Manager de l'Atari ST, qui vous permettait de dire tiens, ben voilà, je vais mettre une disquette et je vais la formater, eh bien, la disquette était toujours formatée avec 9 secteurs par piste. Si vous vouliez formater une disquette avec 10 ou 11 secteurs par piste, ou pourquoi pas moins de 9, parce que c'était pas illégal d'en mettre moins de 9, eh bien, vous deviez utiliser un programme spécifique pour faire ça. En pratique, les disquettes 10 secteurs étaient très très courantes, notamment les disquettes de jeu. Sur les disquettes de jeu, il y avait souvent 10 secteurs, parce que vous pouviez stocker un peu plus de données que sur une disquette 9 secteurs, tout simplement. Et dans chaque secteur, vous aviez généralement 512 octets de données. Alors sur l'Atari ST, on pouvait théoriquement faire des secteurs avec 128 ou 256 ou 1024 octets par secteur. Bon, un petit calcul, si vous considérez une disquette formatée sur les deux faces avec 80 pistes, 9 secteurs et 512 octets par secteur, ça vous faisait à peu près 720 kilooctets de données. C'était des disquettes double densité, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un format, si on regardait vraiment dans les détails, très proche des disquettes qui étaient utilisées sur les PC et compatibles à l'époque. Quand vous preniez une disquette qui venait d'un PC et que vous la mettiez dans le lecteur de votre Atari ST, vous pouviez lire les données qu'il y a dessus, lire les fichiers qu'il y a dessus. Évidemment, vous ne pouviez pas exécuter les exécutables pour PC, mais vous pouviez lire les données. La réciproque était fausse. Parce que sur un PC, quand vous mettiez une disquette formatée sur Atari ST avec 10 ou 11 secteurs, le PC il reconnaissait rien du tout. Et même avec 9 secteurs par piste, ça passait pas toujours, parce que dans le détail, si on regarde vraiment bit par bit ce qui est fait par les outils de formatage par exemple, il y avait des différences entre le format 9 secteurs de l'Atari ST et le format 9 secteurs des PC. Donc toutes les disquettes PC pouvaient être lues sur Atari, j'insiste là-dessus, la réciproque était loin d'être toujours vraie. Bref, bon alors on va en rajouter un peu plus pour votre culture personnelle. Si vous aviez une disquette formatée sur une seule face, eh bien vous aviez 2 fois moins d'octets que là. Et sur l'Atari Falcon qui était équipé d'un lecteur haute densité, donc haute densité, ça voulait dire qu'avoir 9 secteurs en standard, on en avait 18, eh bien vous avez les fameux 1 méga 44, dont on entendait toujours parler partout à l'époque. Voilà. Il y a même eu 1
un stade supplémentaire qui s'appelait je sais plus quoi densité. C'était pas haute densité bis, c'était pas super haute densité, je sais plus comment ça s'appelait, où on multipliait encore ça par 2, il pouvait y avoir 2 méga 8 par disquette. À ma connaissance, la seule machine qui a été équipée en standard d'un lecteur de disquette 2 méga 8, c'était le Next. Ouais. Qui se souvient que cet ordinateur a existé? Pas grand monde, mais sachez que si vous utilisez actuellement un ordinateur de chez Apple avec Mac OS X, sachez que Cocoa est très inspiré, en fait c'est une descendance directe il me semble, de l'interface graphique du Next qui était un vrai bijou à l'époque. Bon, super, j'avais vraiment pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouviez facilement écrire 11 secteurs par piste sur l'Atari ST? Eh bien, oui. Hein, on va vous dire que on vous disait à l'époque, et on vous le répète maintenant pour ceux qui s'en souviennent, que mettre 11 secteurs par piste, c'était un peu beaucoup et ça pouvait notamment parfois entraîner des problèmes en écriture. Alors, de mémoire, je sais qu'il m'est arrivé, en formatant des disquettes avec 11 secteurs par piste ou en écrivant sur une disquette 11 secteurs, il m'est arrivé, après, en rescannant la disquette, de me rendre compte qu'il y a un secteur qui était mal copié ou défectueux. Bon, c'est arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Par contre, une fois que vous aviez copié ce que vous voulez sur votre disquette 11 secteurs, si après la copie, tout était nickel, vous pouviez la garder sans risquer qu'elle se détériore plus qu'une disquette 9 ou 10 secteurs, parce que après, tant que vous faisiez que lire, il n'y avait pas de problème. C'est uniquement pour les opérations d'écriture et de formatage que le 11 secteurs était un tout petit peu périlleux. Ce qui veut dire qu'il n'était absolument pas conseillé de formater avec 11 secteurs une disquette sur laquelle vous alliez ensuite souvent faire des écritures, hein, par exemple pour modifier des fichiers. Là, vraiment, pour ça, il valait mieux se contenter du 9 secteurs classique ou du 10 secteurs. Hein. Bon, voilà. Après, 11 secteurs, il y a eu des disquettes de jeux du commerce qui avaient 11 secteurs par piste, et dans la mesure où on n'écrivait pas sur ces disquettes, elles étaient juste lues, ça ne posait pas de problème, il me semble, de mémoire. Sur toute disquette, du moins sur toute disquette formatée, il y avait un secteur qui était le plus important de tous, qui était le tout premier. Face 0, piste 0, secteur 0. On l'appelait le boot secteur, et donc c'est un petit secteur qui contient 512 octets généralement, comme tous les autres secteurs. Et dans ces 512 octets, il y avait une masse importante d'informations différentes. Par exemple, combien y a-t-il de pistes sur la disquette? Combien y a-t-il de faces formatées sur la disquette? Combien y a-t-il de secteurs par piste? Ce sont des infos qui se trouvaient dans le bout de secteur. Le bout de secteur précise aussi où se situe la FAT. On va en parler juste après. Quand vous mettiez une disquette formatée dans le lecteur de l'Atari ST et que vous allumiez la machine, la première chose, en tout cas la première chose visible pour l'utilisateur que faisait l'ordinateur, c'était de lire le bout de secteur de la disquette qui était dans le lecteur. D'ailleurs, si vous démarriez la machine avec aucune disquette dans le lecteur, en tout cas dans le cas où vous n'aviez pas non plus de disque dur, vous entendiez le lecteur de disquette qui tournait dans le vide, ça faisait un bruit assez désagréable d'ailleurs, et puis le BIOS et le système d'exploitation, je ne sais pas à quel niveau ça se joue exactement, parce que faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, le système d'exploitation était dans une ROM à l'intérieur de la machine. Hein. C'était pas un truc qui bouffait des gigaoctets de disque dur, le système d'exploitation à l'époque. Hein. Eh bien, je disais, au bout d'un moment, le système se rendait compte qu'il n'y avait pas du tout de disquette dans le lecteur, et vous voyez le bureau classique s'afficher avec rien de préconfiguré, parce qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Voilà, mais c'était long, ça mettait bien 40 secondes. Autrement dit, même si vous vouliez juste démarrer avec un bureau vide, il valait mieux mettre une disquette formatée, même s'il n'y avait aucun fichier dessus, hein, rien d'installé dessus, histoire que vous arriviez plus vite au bureau. Hein. Bon. Donc, quand il y avait une disquette formatée insérée à l'allumage de la machine lisait le bout de secteur et
qu'est-ce qu'elle faisait juste après? Eh bien, ça dépendait de ce qu'il y avait dans le bout de secteur, parce que le bout de secteur sur Atari ST permettait de faire des choses assez dingues, et il se trouve que les développeurs de jeux vidéo sur cette machine se sont bien éclatés avec ça. Mais ça fait partie des choses que je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la FAT. Donc la FAT, c'est une petite partie de la disquette qui contient beaucoup de données. Entre autres, tout ce qu'il faut pour savoir où se trouvent les données d'un fichier donné. Par exemple, une information que vous pouviez trouver dans la FAT, c'était que sur cette disquette, il existe un fichier qui s'appelle toto.prg. PRG comme programme, c'était l'extension de beaucoup de fichiers exécutables, mais pas de tous, sur Atari ST. Vous pouviez avoir donc comme info, sur cette disquette, il se trouve un fichier qui s'appelle toto.prg, et les données de ce fichier se trouvent réparties, mettons, entre face 0, piste 5, secteur 3, et face 1, piste 22, secteur 1. Je dis ça complètement au hasard. Donc, si vous aviez un fichier qui tenait en un seul morceau, grâce à la FAT, vous pouviez savoir où était le début du fichier, où était la fin. Alors évidemment, c'est une structure de données qui en réalité était plus sophistiquée que ça, parce que vous savez qu'un fichier pouvait être fragmenté, c'est-à-dire que vous avez une disquette dans laquelle il y a déjà un certain nombre de fichiers, il vous reste 80 kilooctets de libre sur la disquette, vous voulez écrire un fichier qui contient 50 kilooctets de données. Là, vous vous dites, très bien, 50 kilooctets, c'est plus petit que 80, donc il y a la place de mettre le fichier. Et là, vous dites à votre système d'exploitation, vas-y, enregistre-moi ces 50 kilooctets de données dans un fichier sur cette disquette qui porte ce nom-là. Vous avez juste ça à faire, mais le système d'exploitation derrière, il mouline, il regarde la FAT, il se rend compte qu'il n'y a aucun endroit sur la disquette où il reste un bloc de 80 kilooctets contigu de libre, de 50 kilooctets contigu de libre. À un endroit, il va en trouver un de 30 kilooctets et un autre de 20 kilooctets, mettons. Alors, il va écrire les 30 premiers kilooctets du fichier dans le premier bloc et les 20 kilooctets restants dans le deuxième bloc. Voilà. Mais après, dans la FAT, il va enregistrer des infos précisant que tel fichier est en deux morceaux, que tel morceau commence à tel endroit et termine à tel endroit, et que tel autre morceau commence à tel endroit et termine à tel autre endroit. En réflexion faite, je ne me rappelle plus s'il y avait vraiment toutes ces infos dans la FAT. Je crois bien que oui, mais peut-être qu'en réalité, elles indiquaient juste... Peut-être qu'en réalité, les FAT indiquaient juste l'endroit où se trouvait le premier morceau du fichier et qu'après, il y avait des données ailleurs pour la suite. Je sais pas, à vrai dire, j'ai pas révisé ce point avant de faire cette vidéo, parce que c'est pas important pour ce que je veux raconter aujourd'hui et dans les vidéos qui viennent. Bon, alors en plus, vous savez qu'il existe de nombreux systèmes de fichiers. La FAT, c'était le format qu'on trouvait partout sur Atari ST à l'époque. On le trouvait aussi sur les PC de la même époque, ce qui fait que, à condition de se limiter à du 9 secteurs par piste, c'était assez facile d'échanger des données entre un Atari ST et un PC. Alors on pouvait trouver d'autres informations dans la FAT, par exemple quand un fichier était effacé, c'était pas compliqué, il y avait juste la première lettre du nom du fichier dans la FAT qui était remplacée par un caractère spécial. C'est pour ça qu'effacer un fichier, ça prenait rien comme temps. Beaucoup moins de temps que d'écrire le fichier ou que de le lire. Bon, ce qui fait que quand on venait juste d'effacer un fichier, sous réserve de ne pas faire d'autre écriture sur la disquette, on pouvait le récupérer si on se rendait compte qu'on avait fait une fausse manip. Je dis pas que c'était facile à faire, hein, mais on pouvait le faire. Et il y a aussi le marquage des secteurs défectueux. J'écris secteur naze parce que j'avais pas plus de place que ça. Bon, sur une disquette, quand vous aviez un secteur qui était abîmé, eh bien, on pouvait préciser dans la FAT, il pouvait être précisé dans la FAT, ce secteur-là, faut pas s'en servir, il doit appartenir à aucun fichier. Alors, pour les disquettes, ça servait pas vraiment, parce qu'en général, quand une disquette avait un seul mauvais secteur, on avait l'habitude de jeter la disquette à la poubelle, parce que souvent, quand il y en avait un, il risquait d'y en avoir d'autres peu de temps après. Hein. Par contre, sur les disques durs mécaniques de l'époque, je sais que ça, c'était très utilisé, parce que c'était fréquent d'avoir un secteur défectueux par-ci par-là sur un disque dur. Je ne sais pas ce qu'il en est des disques durs mécaniques d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont aussi fragiles ou pas, j'en sais rien. Bon, alors, s'il n'y avait pas ces fameuses FAT ou autres systèmes de fichiers, il y a aussi le NTFS par exemple, hein, et s'il n'y avait pas eu sur l'Atari ST des données dans le bout de secteur précisant où se trouvait la FAT,
eh bien, dites-vous que ça aurait été impossible d'avoir un système de fichiers. Si quand on voulait écrire des données sur disquette sur l'Atari ST, on n'avait pas besoin de dire « Allez, va m'écrire ça, secteur temps, piste temps, phase temps, gna 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 », c'est parce que, grâce à ceci et à d'autres choses dont je ne parle pas, eh bien, le système d'exploitation, il suffisait que vous lui disiez « Enregistre-moi ça dans tel fichier » et il faisait le travail de bas niveau. Et si pour lire votre fichier, enregistrer votre fichier, eh bien, les têtes de lecture de votre lecteur avaient besoin de faire 50 000 allers-retours, eh bien, ça se faisait. Par contre, c'était assez lent. D'abord parce que les lecteurs de disquettes, évidemment, c'était beaucoup plus lent que les disques durs. Mais en plus, il faut bien vous rendre compte du va-et-vient. Parce que même pour écrire un fichier de petite taille sur votre disquette, la tête de lecture devait souvent aller faire plusieurs allers-retours entre la FAT et la zone où se trouvait le fichier, ce qui fait que même si le fichier n'était pas fragmenté, c'était quand même relativement long. D'où le fait que les logiciels, mettons, dans lesquels il y avait un grand nombre de petits fichiers, étaient à quantité totale de données égale, beaucoup plus longs à lire ou à écrire que les logiciels avec un petit nombre de gros fichiers. Ouais, ça, c'est toujours valable. Les accès disques sont plus longs quand il faut lire beaucoup de petits fichiers que quand on n'en lit qu'un gros. Mais si vous voulez, à l'époque, la différence était vraiment très mesurable et très emmerdante parfois à cause de la lenteur des lecteurs de disquettes. Bon, mais on n'avait que ça sous la main, alors on faisait avec. Quand on programmait sur l'Atari ST, pour ce qui concernait les accès disques, généralement on avait juste besoin de lire ou d'écrire dans des fichiers. Mais parfois on avait besoin d'aller lire ou d'écrire directement des données dans des secteurs. Parfois ça pouvait être utile de dire, bah tiens, sur telle disquette, je vais lire tous les secteurs des pistes numéro 5 à 10, par exemple. Et évidemment, c'était possible de faire ça. Alors il y avait quelque chose qui était bien pratique, qui était très facile à utiliser, c'était les appels XBIOS. Donc vous savez tous ce qu'est le BIOS dans un ordinateur. Eh bien, sur l'Atari ST, il y avait un truc qui s'appelait XBIOS, qui était, je crois, une partie du système d'exploitation, et qui permettait de faire des trucs d'un peu plus haut niveau que ce qu'il y avait dans le BIOS de la machine. Et par exemple, il existait des appels XBIOS pour faire tout un tas de choses différentes. Ça allait bien au-delà des lectures et écritures dans des disquettes. Mais par exemple, en faisant un appel au XBIOS, eh bien, vous pouviez dire, tiens, sur telle disquette, formate-moi telle piste avec tant de secteurs. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Déjà, tous les secteurs formatés de cette façon-là avaient 512 octets de données. Si vous vouliez des secteurs avec 128 octets ou 256 ou 1024 octets, vous ne pouviez pas faire ça avec le XBIOS. Il fallait faire des choses de plus bas niveau, il fallait éventuellement être capable d'envoyer directement des ordres en binaire au contrôleur du lecteur de disquette. Bon. Et puis évidemment, vous n'aviez pas intérêt à mettre plus de 11 secteurs. Évidemment, j'ai essayé. Allez, on va demander au XBIOS de formater la disquette avec 12 secteurs par piste. J'ai essayé. Ça a jamais marché, vous vous en doutez. Bon. Et on pouvait aussi demander au XBIOS de lire ou d'écrire un ou plusieurs secteurs sur une piste donnée. Alors, quand je dis qu'un appel au XBIOS était facile à faire, c'était vraiment facile à faire. Je programmais en GFA basique, je peux vous garantir que en appelant une instruction ou une fonction du GFA basique, on pouvait faire un appel XBIOS pour faire une de ces opérations-là. Donc, de fait, c'était très facile en GFA basique d'écrire un programme qui duplique une disquette, qui copie une disquette, quel que soit le nombre de secteurs par piste de cette disquette. Par exemple, vous écriviez un programme qui commence par lire le bout de secteur de la disquette qu'on veut copier. En regardant les infos qu'il y a dans le bout de secteur, on connaît exactement son nombre de phases, de pistes et de secteurs par piste, et après c'est réglé. On peut, avec une autre partie du programme, copier intégralement la disquette vers une autre. Alors bien sûr, ça ne marchait bien que pour les disquettes qui n'avaient pas de mécanisme de sorcier, qui se faisait office de protection contre la copie.
Hein? Et ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans cette série de vidéos. Ah, je vous dis que ça va devenir intéressant, vraiment. Hein. Bon. Bref, le XBIOS, c'était très bien, mais ça ne pouvait pas tout faire. Par exemple, si vous aviez envie de formater votre disquette avec, sur chaque piste, écoutez bien, avec sur chaque piste, 5 secteurs de 1024 octets et un secteur de 512 octets. Au final, en faisant ça, vous aviez autant de données sur chaque piste qu'en formatant avec 11 secteurs classiques. Mais ce n'était pas 11 secteurs classiques. Donc, si vous étiez capable de faire ça, eh bien, vous obteniez une disquette qui était impossible à copier par un logiciel qui aurait programmé tous ces accès disques avec le XBIOS. Autrement dit, un copieur de disquette comme celui que moi j'étais modestement capable d'écrire quand j'avais 13 ans, j'aurais été incapable de dupliquer une disquette de ce genre-là. Voilà. Eh bien, sachez que c'était possible avec le lecteur de disquette de l'Atari ST de formater une ou plusieurs pistes avec 5 secteurs de 1024 octets et un de 512 octets. C'était possible. Il n'y avait pas besoin d'avoir une machine spéciale pour obtenir des disquettes à ce format-là. On pouvait le faire avec le lecteur de disquette de la machine, à condition de programmer les accès disques soi-même avec des méthodes de plus bas niveau que le XBIOS. Là, il fallait commencer à se plonger dans des docs très techniques que j'étais évidemment incapable de bien comprendre quand j'étais adolescent, ou c'est pas... J'ai essayé, hein. Ah oui. J'ai essayé, il me semblait avoir compris, quand j'ai voulu mettre en application ce que je croyais avoir compris, ça n'a rien donné. C'est-à-dire que en envoyant directement des ordres en binaire au contrôleur de disquette, enfin, au contrôleur du lecteur de disquette, j'ai juste réussi à faire tourner le moteur et à arrêter le moteur. J'ai essayé d'écrire une piste, de formater une piste, de donner rien. Rien n'a marché. Voilà. À part mettre en marche le lecteur de disquette et l'arrêter. Enfin, arrêter le moteur. Le moteur qui fait tourner le disque et qui fait bouger les têtes de lecture. Enfin, il doit y avoir, il y a peut-être 2 moteurs, un pour chaque, je ne sais pas. Hein. Bon. Bref. Donc, grâce à certaines méthodes de plus bas niveau, il était possible, avec le lecteur de disquette de l'Atari ST, d'obtenir des formats bizarres. Mais ce n'est pas tout. Il y a certaines idées de formats qui étaient tellement bizarres qu'ils étaient impossibles à faire, à créer, à écrire sur disquette avec le lecteur du disquette de l'Atari ST. Il fallait d'autres machines pour cela. Et pourtant, certains de ces formats étaient lisibles, totalement lisibles par le lecteur de l'Atari ST. Il y a certains types de formats de disquette franchement exotiques que le lecteur de disquette de l'Atari ST pouvait parfaitement lire, mais pas écrire. Et ça a été très utilisé pour faire des protections contre copie vachement efficaces. Hein? Ça fait partie des choses dont on va parler dans les prochaines vidéos de cette série. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé et qu'au contraire ça vous a bien accroché pour la suite. Ah ben, oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, hein, s'il vous plaît. Hein. À bientôt.